on parlait de stockage de vidéos étudiantes, on souhaitait plutôt éviter un stockage externe et on voulait vraiment une solution en interne. Et ce stockage, on a voulu l'étendre à toute la communauté universitaire de notre établissement, que aussi bien des associations étudiantes que des événements culturels, sportifs ou autres. Mais également, en fait, on voulait amener tout un aspect pédagogique de la vidéo et vraiment de l'usage au sein des formations. Le dernier point aussi, c'était qu'on voulait avoir une plateforme pour archiver toute cette production qui était là depuis des années, mais la rendre accessible à tous. Et enfin, d'avoir un lieu unique de stockage de vidéos et à partir de cet espace de stockage, de diffusion, pouvoir prendre les vidéos et les amener sur d'autres sites, sur la plateforme pédagogique, mais également sur d'autres CMS. Donc la V1 est sortie en 2013, ça a été une version un peu bêta avec une technologie flash, etc., avec aussi un début de synchronisation de médias. Et on l'a gardé en production et on a voulu faire vraiment, on a fait tout un travail d'user experience pour noter toutes les améliorations possibles. En 2014, on a lancé la version qui est encore en production actuelle. Du coup, on a vraiment changé au niveau technologique, mais également repensé toutes les fonctionnalités de la plateforme, tout en gardant certaines spécificités. Le projet a pris de suite, en avril de 2014, il y a commencé à avoir quelques communications autour de ça. Il y a eu certains établissements comme Nice ou Le Mans qui ont de suite adhéré au projet, au principe de l'open source et de la plateforme. Et après, en fait, on a été amené à la présenter de plus en plus jusqu'en décembre 2014 où on l'a présentée aux journées de l'Anstia. Il y avait déjà 4 établissements qui avaient adhéré au projet et on a lancé vraiment le projet à toute la communauté universitaire. En septembre 2015, le projet qui avait pris de plus en plus d'ampleur a été a été intégré dans la gestion de projet des SUP, dans la gestion applicative, où là vraiment on voulait pouvoir fédérer plusieurs établissements, garder une coordination et avoir une visibilité nationale. Et il faut savoir qu'actuellement il y a plus de 23 établissements qui utilisent la plateforme. Alors tous les établissements ne l'ont pas mise en production, mais en tout cas ils sont en train d'intégrer, voire de migrer leur solution. Ensuite, les usages. Alors les usages, en fait, nous on a amené des fonctionnalités. Et autour de ces fonctionnalités, en fait, ce sont des usages qui ont été créés. Déjà, un premier usage qui était le premier but de la plateforme, c'est un usage pédagogique et à travers de l'enseignant vers l'étudiant. Donc l'enseignant peut poster des vidéos à destination de ses étudiants, mais également il peut demander à ses étudiants de créer des vidéos avec leur smartphone ou avec des caméras ou autres et de les poster dans le cadre de leur formation. Et bien sûr, ce sont des vidéos qui peuvent être amenées à être notées et rentrer vraiment dans le cursus de l'enseignement. Ensuite, il y a le deuxième rôle, c'est un peu le rôle de Web TV où en fait différents services de l'université, je parlais du service culturel, mais je peux parler aussi du service communication, même du service des sports ou autre, même des labos quand ils organisent des colloques, des conférences, se servent de la plateforme pour héberger leurs vidéos. Ensuite, moi j'en suis le premier utilisateur parce que je fais beaucoup de tutos de screencast pour les différentes applis que je gère. Et du coup, je suis amené à utiliser Pod pour déposer mes tutos. Après, on a certaines chaînes associatives faites par des étudiants qui nous ont demandé de créer une chaîne où ils hébergent toutes leurs vidéos et il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc là, on voit la première vidéo, par exemple, tout en haut, c'est la vie d'une cellule, où en fait, c'est une demande un peu particulière. C'est pour ça que je l'ai mise, c'est qu'un enseignant, il a posté cette vidéo, et il a demandé à ses étudiants, en fait, il n'y a aucun texte, aucune explication sur la vidéo, et en fait, les étudiants doivent prendre cette vidéo, la poster sur Pod et l'enrichir avec des explications, où en fait, qu'est-ce qui se passe à l'image. Et en fait, ils synchronisent quasiment à chaque image autour de la vidéo en disant, là, c'est la vie d'une cellule, donc en fait, les différents stades de la vie d'une cellule. Donc ça, c'est un premier exemple de production étudiante. La deuxième, c'est dans le cadre les travaux riches médias, c'est l'ingénierie pédagogique et multimédia, où en fait, il y a 2 cours au sein d'une même UE qui sont faits. Déjà, le premier, c'est pour la production purement audiovisuelle.
Et la deuxième, en fait, c'est l'enrichissement, c'est-à-dire qu'on apporte une explication, une information complémentaire autour de la vidéo. La troisième, c'est dans le cadre du projet physique à main levée, c'est écouter à disque avec un gobelet en plastique, et plutôt que de faire une vidéo de 3 heures sur tout ce qu'il faut faire, etc., bah, en fait, ils ont fait une vidéo de 3 minutes, et ils ont mis des textes explicatifs avec la liste du matériel qu'il faut, avec tout ça, où en fait, du coup, c'est beaucoup plus rapide, et la vidéo est beaucoup plus vivante. Les deux autres vidéos, là, tout en bas à gauche, c'est un tutoriel que j'ai fait sur comment enrichir une vidéo avec Pod. En dessous, c'est l'enregistrement d'un cours. Donc là, c'est un enseignant, toute autonomie, dans une salle équipée, qui a enregistré son cours avec une image fixe sur le tableau et son PowerPoint. Et le dernier point, c'est une vidéo, un reportage sur le Learning Center. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans les fonctionnalités qui sont actuellement disponibles sur la plateforme. Donc, qui peut déposer une vidéo? Tout le monde. Toute personne authentifiée, toute personne connue dans le système d'information peut déposer une vidéo. Il n'y a pas de workflow, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle de ce qui est posté sur la vidéo, puisque chaque personne qui a un compte a activé son compte et a, de ce fait, accepté la charte informatique et du coup qui régit les usages des services numériques de l'établissement. Les champs obligatoires, c'est déposer le fichier vidéo, bien évidemment, et le titre. Ensuite, le cursus, la langue et le type sont obligatoires, mais sont pré-remplis. Donc, vraiment, on a voulu rendre ça le plus simple possible. Et enfin, il y a tout un autre ensemble de champs autour de la vidéo. La description, c'est un texte, un rich text, la date de l'événement, éventuellement, la vignette, la discipline, là où les disciplines rattachées à la vidéo. C'est tout un ensemble d'attributs qui permettent de qualifier la vidéo. On peut gérer aussi les accès à la vidéo. Donc les accès, c'est de dire la vidéo elle est accessible à tout le monde. La vidéo elle n'est accessible que par moi parce que je la laisse en mode brouillon, parce que j'ai envie de travailler dessus ou c'est encore trop tôt pour la mettre à dispo. Et ensuite on peut la protéger soit par toute personne authentifiée, soit par un mot de passe. Enfin il y a tout un moteur, ce qu'on appelle un moteur de tag, c'est l'ensemble des mots-clés qui peuvent qualifier la vidéo. Ensuite, on peut compléter une vidéo, c'est-à-dire rajouter encore d'autres informations là autour de la vidéo. Par exemple, les contributeurs, c'est toutes les personnes. Là, c'est vraiment plus la partie audiovisuelle qui ont participé à la création de cette vidéo. Il nous semblait important de rajouter cette fonctionnalité parce qu'en fait, une vidéo, elle a un propriétaire, c'est la personne qui dépose la vidéo dessus. Mais souvent, une vidéo, elle peut être faite avec des scénaristes, avec des concepteurs, avec des preneurs de son, etc. Surtout dans le cas de projets étudiants où là, ils peuvent être plusieurs pour faire cette vidéo. Et à ce moment-là, on liste toutes les personnes qui ont participé à la création de cette vidéo. Ensuite, la plateforme permet d'afficher des sous-titres au format vidéo text track qui permettent en fait de synchroniser des sous-titres, mais également de les mettre en forme. C'est-à-dire qu'on peut vraiment gérer aussi l'affichage, la couleur, l'emplacement, etc. Des sous-titres. La plateforme n'a pas la fonctionnalité de générer les sous-titres, elle permet juste de déposer le fichier qui est déjà généré pour le lire. Et enfin, on peut déposer tout un ensemble de documents à télécharger autour de la vidéo. Ça peut être un support PDF, ça peut être n'importe quoi. Ensuite, une fois qu'on a déposé une vidéo, qu'on l'a complétée, on peut la chapitrer, c'est-à-dire mettre des index tout autour de la vidéo avec chapitre 1, chapitre 2, qui permet comme ça de naviguer au sein de la vidéo, sachant que toutes ces fonctionnalités sont embarquées. Si on prend la vidéo, on la met sur son site web, toutes ces fonctionnalités sont embarquées avec. Ensuite, on peut enrichir une vidéo, c'est-à-dire qu'on peut synchroniser tout un ensemble de médias autour de la vidéo pour rajouter des informations. On peut rajouter une image. Donc une image, ça peut être le slide, par exemple le slide d'une présentation. Ça peut être un texte enrichi et mis en forme, on le voit ici, avec un titre, un paragraphe, etc. On peut mettre une autre vidéo. Comme ça, on peut mettre par exemple l'enregistrement vidéo de la personne et l'enregistrement vidéo de sa présentation. On peut comme ça avoir tout un ensemble, on peut mettre des liens web. Par exemple, j'ai fait lors du Moodle Moot 2015 à Tours, tout un atelier sur comment synchroniser des activités Moodle autour de sa vidéo. C'est-à-dire qu'on a des exemples de vidéos sur lesquelles, à un moment donné, on lance l'activité de chat. Où là, les étudiants peuvent discuter autour de la vidéo s'arrête pour tous et ils discutent sur le même chat dans le cours. On peut mettre du feedback, on peut mettre des forums, on peut mettre n'importe quel lien web. Donc à ce moment-là, on peut embarquer tout ce qu'on veut autour de la vidéo. La nouvelle fonctionnalité qui vient de sortir, c'est des vidéos interactives. C'est-à-dire qu'à un moment donné de la vidéo, là on ne synchronise plus des médias, mais on affiche
une zone, un bouton, un lien, un truc comme ça, par-dessus la vidéo, qui permettent comme ça de rendre vraiment l'utilisateur acteur, enfin l'utilisateur qui regarde la vidéo, il devient acteur de la vidéo, et comme ça, il peut soit répondre à des questions, il peut sélectionner des zones. Enfin là, on a vraiment tout un ensemble de panels de médias qu'on peut mettre, des textes, des tableaux, des liens vers d'autres sites, des images, des questions, des sélections de zones, etc. Tout autour de la vidéo. Donc ça, c'est ce qui permet de rendre des vidéos interactives. Ça peut être utile dans la pédagogie, ça peut être utile aussi dans la communication, etc. Où on peut vraiment mettre en avant soit des zones de la vidéo, soit carrément interpeller la personne qui regarde la vidéo pour savoir si elle a bien intégré l'information qui est passée à travers cette vidéo. Une fois qu'on a préparé toute sa vidéo, on peut la diffuser. Il y a plusieurs moyens de diffuser la vidéo. Soit via la page d'accueil. Donc là, en fait, on a par défaut tout en haut le bandeau, le menu navigation. Et ensuite, on a un contenu qui peut être géré via l'interface d'administration, où là, en fait, on met n'importe quel texte d'accueil. Donc là, je vous ai mis UNSPOT, c'est Université de Nice Sophia Antipolis, ou en dessous, c'est UMotion, c'est l'instance de pod de l'Université du Mans. Donc on voit en fait que par défaut les zones sont fournies avec la plateforme. Donc quand vous allez installer la plateforme, vous avez les mêmes zones, le bandeau, le menu navigation, le contenu et les contenus complémentaires. Après, par contre, vous pouvez les gérer intégralement. Ensuite, la diffusion de vidéos se fait par des pages thématiques. C'est-à-dire qu'on peut sélectionner des vidéos par leur auteur, par leur type, par leur discipline, par leurs mots-clés. C'est à chaque fois la même page, mais on peut filtrer comme ça et garder tout un ensemble de vidéos. À chaque fois qu'on rajoute ou qu'on retire un filtre, c'était une URL unique qui permet comme ça de partager la sélection qu'on a fait de certaines vidéos. Je parle pas du tout de moteur de recherche, j'y reviendrai après, mais vraiment là, par exemple, j'ai un ensemble de vidéos de type clip de présentation qui concerne la discipline audiovisuelle multimédia. Je peux me la mettre en favori, comme ça à chaque fois j'aurai toujours la même liste de vidéos qui va apparaître. Ensuite, on a intégré un moteur de recherche qu'on a voulu full text, qui est basé, donc on utilise Elasticsearch. Et en fait, à chaque fois qu'on ajoute une vidéo, qu'on la modifie, etc., ça met à jour le moteur de recherche. Et ça permet de faire des recherches sur les titres, le propriétaire, la description, les mots-clés, les contributeurs, également les titres des chapitres, les titres des enrichissements, les types de vidéos, les disciplines ou les chaînes qui sont attachées à la vidéo. Donc à chaque fois, alors bien sûr, on a mis en place une pondération, c'est-à-dire que le titre vaut plus que la description, par exemple. Donc il va rechercher prioritairement là-dedans pour ordonner le résultat de recherche, mais en tout cas, il va rechercher dans tous ces champs. Ensuite, une fois qu'il a recherché, on a mis en place des facettes qui permettent de rechercher le mot, mais dans les vidéos qui sont entre telle date ou qui appartiennent à tel propriétaire, ou qui ont tel type, telle discipline, tel mot-clé, telle langue, cursus ou chaîne. Donc comme ça, on peut vraiment élargir ou justement rétrécir la recherche de vidéos. Ensuite, une fois qu'on a trouvé la vidéo, on va la regarder. Et là, après, on a différents types. On a l'affichage classique, c'est celui que je vous présente ici, donc avec le player, en dessous le titre et la description. Là, on a une zone ici qui permet de prendre des notes autour de la vidéo. Quand je regarde une vidéo, je peux prendre des notes du moment que je suis authentifié. Et à chaque fois que je vais retourner sur cette vidéo, je vais retrouver mes notes. Elles sont personnelles. Le propriétaire de la vidéo n'y a pas accès. C'est que pour moi. Ensuite, donc là, on a l'exemple d'une vidéo enrichie avec une petite image. Bon, j'ai fait ça juste pour la présentation. On a les informations. Et donc ici, on a le résumé. Ici, on a les informations. Donc l'auteur, la durée, le nombre de fois où elle a été vue, le type de la vidéo, la date de mise en ligne et également tous les contributeurs. Ensuite, si on a activé le téléchargement de la vidéo, je peux télécharger cette vidéo, une version encodée, et la récupérer. Mais j'ai aussi la liste des documents que j'ai mis à télécharger. Ensuite, cette vidéo, je peux la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+. Je peux récupérer le code pour l'intégrer dans un autre site, sur Moodle, sur mon site web institutionnel. Et enfin, j'ai un lien qui me permet de partager cette vidéo et je peux même sélectionner l'endroit précis où je veux que la personne qui reçoive le lien voit la vidéo.
une fois qu'on a diffusé la vidéo classique, on peut aussi accéder à la vidéo interactive. Donc là, ici, on a le player qui a changé, qui indique que cette vidéo est une vidéo interactive. Je retrouve les mêmes champs en dessous, mais j'ai également un nouveau champ qui est apparu, qui est le score. C'est-à-dire que sur les vidéos interactives, je peux mettre tout un ensemble de questions, et si je suis un étudiant et que la vidéo ne m'appartient pas, j'ai mon score que j'ai fait autour de cette vidéo. Par contre, si je suis le propriétaire de la vidéo, j'ai les scores de toutes les personnes qui ont suivi la vidéo interactive. Pareil, je peux rendre une vidéo interactive ouverte à l'ensemble, même aux anonymes, aux personnes non authentifiées, mais à ce moment-là, le score n'est pas enregistré. Ensuite, on peut mettre des vidéos 360. Donc là, si Thierry peut me passer sa vidéo 360, je pourrais la déposer. Et donc là, en fait, c'est encore un... Alors le player change un tout petit peu, mais il a juste quelques boutons qui ont été supprimés. Et comme pour la partie interactive, on a quelques petits problèmes de traduction sur certains champs. Et du coup, là, vous voyez ici, en fait, c'est la même vidéo, arrêtée au même moment, mais je me suis baladé dedans. Et comme ça, je peux regarder partout, en haut, en bas, et faire tout le tour de la vidéo. Voilà les différents types. Enfin, je peux diffuser en direct. Donc là, ici, on a mis en place tout un ensemble de gestion de diffuseurs enregistreurs. Et ils sont regroupés par bâtiment. Donc comme ça, je peux vraiment schématiser mon établissement avec les différents bâtiments et les différentes salles équipées avec ces diffuseurs enregistreurs. Il faut passer par un serveur de streaming, donc type Flash Media Server ou OOSA, comme on a eu la présentation ce matin. Il y a une possibilité de synchroniser les vidéos et les médias avec certains types d'enregistreurs. Donc nous, clairement, on a installé un petit soft qui a été développé par l'Université de Strasbourg qui s'appelle AVC, enregistreur AVC, et du coup qui permet comme ça de diffuser d'un côté la vidéo et de l'autre côté d'envoyer les slides, et on a la synchronisation. Et en dessous, donc pour chaque enregistreur, on peut mettre une description rich text, donc avec l'exemple ici avec le programme plus le fil Twitter. Et ici, en fait, en dessous, on a la description avec 2 bâtiments, par exemple. Donc là, c'est Paris Sud, qui a 2 bâtiments équipés avec des systèmes de multicam et qui ont comme ça tout un ensemble de live à disposition. Alors comme ça suffisait pas, on a rajouté encore d'autres fonctionnalités. La plateforme elle est multilingue. Par défaut, elle est fournie en français et en anglais, mais sachant qu'on peut mettre n'importe quel autre langage et que c'est pas limité. On peut en mettre, je crois, jusqu'à 250 et quelques. Il y a aussi toute une gestion du profil utilisateur. Donc là, via l'interface publique, donc je me connecte, je vais sur mon profil, je peux mettre une photo, je peux mettre une description, je peux mettre un lien web. Et via le back-office, on a d'autres informations sur l'utilisateur, notamment son rôle et ses droits d'accès, son type d'authentification, s'il passe par le CAS ou si c'est un compte local, son affiliation, c'est-à-dire s'il est étudiant, personnel ou autre, et enfin on peut mettre des commentaires avec des dates de fin de compte. Voici l'interface d'administration, donc c'est là où on va permettre l'interface d'administration, donc le back-office nous permet de gérer toutes les données. C'est-à-dire que j'ai accès à toutes les vidéos qui ont été postées, à tous les commentaires, tous les chapitres, tous les enrichissements, toutes les interactions, toute la GED, mais également la gestion des pages statiques. Donc là, par exemple, ici, je vous ai mis, ça c'est l'instance de l'école centrale de Lyon qui a créé toute une page d'aide sur comment créer une vidéo. Bah voilà, ils ont été dans le back-office, ils ont créé une nouvelle page qu'ils ont appelée aide, et ils ont mis le lien depuis la page d'accueil, et comme ça, chaque utilisateur peut avoir, et on peut créer autant de pages qu'on veut autour de la plateforme. Donc ensuite, d'un côté un peu plus technique, donc on a mis en place une API REST qui permet de gérer tous les utilisateurs, les types, les vidéos, les chapitrages, mais également de récupérer toutes les vidéos, enfin ce qu'on appelle des sets de vidéos au format du Blinkcore. Donc pour le du Blinkcore, on a réussi à qualifier 12 champs du Blinkcore, donc à partir des informations qui sont fournies soit automatiquement, soit via le fichier de configuration. Donc on a comme ça 12 champs du Blinkcore pour chaque vidéo. Et ensuite on a donc elle est compatible avec des systèmes de captation. Donc on peut soit envoyer via l'API REST, soit envoyer via le serveur FTP des fichiers.
Donc soit c'est des archives zip qui contiennent la vidéo, les slides et le fichier de synchro, soit directement la vidéo. Et donc on a comme ça développé des plugins pour rendre compatible la plateforme avec l'enregistreur de Strasbourg ou avec le système de multicam. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de la communauté. Donc pourquoi la communauté de l'anneau? Parce que c'est un peu le symbole de Pod. Donc là, il y a, comme je vous l'ai dit, on est à peu près 23, sachant qu'il y en a certains qui l'utilisent, mais qui l'ont pas vraiment dit ou déclaré. Après, c'est pas du tout une obligation. Donc il y a plus d'une vingtaine d'établissements. Donc Nice, comme je l'ai dit, Nice, Le Mans était parmi les premiers à utiliser la plateforme et à soutenir. Surtout Nice qui sont ici, donc je les remercie parce qu'ils ont vraiment contribué au développement de fonctionnalités, correction de bugs et autres. Donc là actuellement, comme exemple, il y a Strasbourg qui travaille sur pas mal sur toute la partie encodage. Il y a le CNAM qui travaille sur l'accès aux vidéos privées. La Réunion qui travaille sur tous les flux RSS. Nous on travaille essentiellement sur la partie interactive, etc., etc. Donc en fait chaque établissement peut participer. Par exemple Marseille a fait de la correction de bugs ou autre. C'est vraiment une gestion communautaire. On utilise pour ça soit la liste de diffusion, qui est le moyen de communication principal, soit il y a un tableau de bord sur Trello qui nous permet de savoir qui fait quoi, quand et quelles sont les tâches en cours. On gère aussi via l'atelier gestion de vidéo tout un ensemble de documents, puisqu'on fait des visioconférences assez régulièrement. Enfin, j'essaye de les faire assez régulièrement, et on prend les notes et on les partage sur OAE. Toute la partie code source est hébergée sur GitHub. Donc là, on voit qu'actuellement, il y a 13 forks. Donc un fork, en fait, c'est une copie du projet pour que chaque établissement puisse travailler dessus de manière autonome, et après reverse sur le master. Ensuite, toute la documentation technique est disponible sur le wiki avec la foire aux questions, le déploiement, la contribution. Donc tout ça, c'est également mis en ligne. Alors il y a un gros manque sur lequel on doit absolument travailler, c'est la documentation fonctionnelle, c'est-à-dire que là tout ce que je vous ai présenté surtout sur le back office, comment on ajoute un enregistreur, comment on gère tout ça, la documentation elle est vraiment très pauvre, et ça c'est quelque chose sur lequel on a un gros manque, et c'est sur quoi on doit travailler. Pour continuer sur la partie technique, hein, j'ai oublié un slide, excusez-moi. C'est en fait donc la plateforme, elle est développée en Python, comme je vous l'ai dit. Elle est basée sur le framework Django. Et en fait, sur un exemple type d'architecture qu'on est en train de mettre en place à Lille, c'est qu'en fait on a mis un frontal web qui est chargé d'héberger les vidéos, de faire toute la partie diffusion, affichage des pages web. On a mis une machine virtuelle pour tout ce qui est gestion de la base de données, et on a un serveur physique dédié avec 8 cœurs et 32 Go de RAM pour la partie encodage. Et en fait, c'est vraiment, on l'a complètement séparé de l'architecture pour que l'encodage se fasse dans son coin sans ralentir l'accès à la plateforme. Sur le frontal, donc il y a aussi toute la partie Elasticsearch et toute la partie gestion de documents qui est là. Et du coup, en fait, actuellement, avec le travail de Strasbourg, on a permis de mettre en place en fait une file d'attente pour l'encodage des vidéos, pour que ça soit disponible le plus rapidement possible. Voilà. Donc je vous remercie, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bien, merci. Donc, est-ce qu'il y a des questions par ici? Bonjour Nicolas. Je voulais savoir s'il y avait eu des avancées sur le fait que Pod puisse parler avec les vidéos qui sortent d'InWeCast, ou pas encore? Non, en fait, il y a eu des avancées, oui, puisqu'il y a eu l'API REST, etc. Donc par rapport aux enregistreurs, quand l'API REST est sortie avec les spécifs, et j'ai envoyé les spécifs techniques à InWeCast, Ubicast, et plein d'autres, Multicam System, VOBox, parce que, enfin voilà, ils me connaissent, je les connais, donc je leur ai envoyé un mail avec toutes les spécifs.
Après, libre à eux de le rendre compatible ou pas. Voilà. Et donc pour l'instant, alors il y a des possibilités, hein, il y a des scripts, on peut faire un script qui permet de la lancer, mais j'ai pas la maîtrise dessus. Il y a des possibilités qu'il y ait des devs qui puissent le faire, ça ou pas? Après, il faut. Moi, j'ai pas de box InWeCast à dispo, donc je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Donc là après dessus, mais par contre oui, nous on a ouvert la plateforme pour ça exactement pour ça. Alors j'ai une question de Thierry, que j'ai eu par texto, qui me demande si les enregistrements en WebRTC sont possibles. Non. Alors en fait, pourquoi non? Parce que les enregistrements en WebRTC utilisent directement le navigateur, et au-delà de 2 minutes, il y a très forte chance que ton navigateur il commence un peu à s'écrouler. Il bouffe trop de mémoire, etc. Donc pour l'instant, on n'a pas, on a testé. Qui c'est qui fournit ça dans son media center? C'est InWeCast qui fournit ça. Et en fait, les tests n'ont pas été vraiment top. Et 2 dernières questions rapides. Je voulais savoir si on faisait des intégrations de PowerPoint en post-prod. Est-ce qu'à chaque fois pour un PowerPoint, il faut un fichier par slide, ou si maintenant il y a un autre système qui a été mis en place? En fait, soit tu exportes ton PowerPoint en PDF et tu le synchronises tout au long de ta vidéo, etc. Soit sinon tu peux exporter ton PowerPoint image slide par slide et tu synchronises toi à la main. Soit sinon en fait tu fais l'enregistrement d'un screencast et tu synchronises la vidéo directement. Ok. Et sinon il y a toujours possibilité de se faire aider comme t'avais fait sur Avignon, ou ça se fait plus ça? Non, je fais plus de déplacement là, j'ai plus le temps. Ok, merci. Alors j'ai une question un peu plus bas. Oui, bonjour Nicolas de Troyes. Bon, la première question c'était la même, c'était quels sont les anciens systèmes que vous avez déjà réussi à porter, donc d'où la question InWeCast, MediaSite ou je ne sais quoi. Bon, mais tu as déjà répondu plus ou moins. L'autre question, c'est que tu nous as pas parlé du bloc Moodle, qui a été apparemment un développement récent. Alors, il est en cours de développement. En fait, visiblement, on partirait sur un repository qu'on intégrerait dans Moodle, qui permettrait d'intégrer une vidéo dans n'importe quelle activité, en fait, via l'éditeur de texte. Voilà, on partirait là-dessus. Ok, dernière question. Et en fait, je vais au Moodle Moot au mois de juin pour le présenter. Et je fais un atelier d'une demi-heure en espérant qu'il fonctionne bien. Et dernière question, est-ce que tu as parlé du cycle de vie des vidéos ou pas? Est-ce qu'on peut typer une vidéo pour dire au bout de 5 ans elle est supprimée ou pas Alors, normalement, en fait, là, ça aussi, c'est une autre discussion. On partirait plutôt sur 2 ans pour la conformité CNIL, etc. Après, est-ce qu'on le supprime ou est-ce qu'on l'archive et on le rend plus disponible, etc. Donc ça, c'est des discussions. De toute façon, là, en fait, les fonctionnalités principales de la plateforme, qui sont la complétion, le chapitrage et l'enrichissement, resteront par défaut sur toutes les instances. Par contre, toutes les nouvelles fonctionnalités sont activables ou pas. Je vais parler des flux RSS ou des vidéos interactives ou autres, ou des vidéos 360. Quand on installe la plateforme, on peut les désactiver. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent complètement être transparentes et pas du tout affichées sur votre instance. Et tu as parlé tout à l'heure que la version en prod est de 2014, donc ça veut dire qu'il y a une nouvelle version qui va être qui est en cours ou pas? Là, en fait, la version actuelle date de 2014, mais c'était la version 1. Et maintenant, là, aujourd'hui, est sortie la 1.6, avec les vidéos interactives et les vidéos 360 dedans. Voilà. Alors pourquoi dans le slide j'ai mis en bêta? Parce que c'est des technos qui sont un peu récentes et qui du coup, voilà, j'ai voulu le sortir en prod pour que d'autres établissements puissent y avoir accès, puissent vraiment l'étudier et nous fassent des retours dessus sur des points d'amélioration, parce qu'en fait, nous on a vu que là on est arrivé un peu, ça nous a pris vraiment beaucoup de temps pour intégrer les vidéos interactives et voilà qu'on a peut-être pas forcément tout vu, tout fait, etc. Y a-t-il d'autres questions? Alors moi j'en ai une. Si. Moi c'est juste une demande plutôt, parce que tu as exposé l'architecture technique par oral, oui. Et si tu pouvais nous fournir un slide que l'on rajoutera pour tout le monde.
Oui, bien sûr. En fait, j'ai oublié de l'intégrer dans la présentation. Donc, comme je vous l'ai dit, nous, on est parti sur une architecture. Après, chaque établissement, en fait, il y a plusieurs types d'architecture. Nice a tout mis sur un serveur dédié chez OVH. Nous, on est parti sur 2 VM et un serveur dédié. Si je prends l'exemple de Strasbourg, je crois qu'ils ont 7 serveurs pour leur instance de pod. Après, tout dépend de l'établissement, de la taille, etc. Donc, le pod peut fonctionner aussi bien tout sur un seul et même serveur, comme est éclaté en fait jusqu'à après par exemple Strasbourg ils ont mis plusieurs frontaux et avec un load balancing entre les deux. Mais ça sur OAE, sur l'atelier qui est ouvert à tous, donc n'importe qui peut s'inscrire. Sur l'atelier, il y a tous les schémas sont dispo. Oui, alors ma question c'était sur l'interactivité, les éléments interactifs qu'on rajoute sur une vidéo. On a la possibilité d'avoir une date de début et une durée, ou c'est affiché tout au long de la... Non, en fait... Hop. Ici, en fait, quand on est dans la partie édition d'une vidéo interactive, donc vous voyez ici, on peut rajouter du texte, un tableau, un lien, une image. Après, tout ça, c'est des différents types de questions, du question vrai-faux, du QCU, du QCM, etc. Sachant que chaque réponse est enregistrée et à la fin de la vidéo, on a une note, en fait, donc 0, 1, etc. Pour chaque type, on a une plage d'apparition. En fait, on sélectionne un début et une fin. On peut mettre la vidéo en pause. On peut faire soit apparaître directement l'activité. Par exemple, l'image, on la fait apparaître directement, soit on fait apparaître un bouton sur lequel on clique. Et à ce moment-là, l'image ou le texte apparaît. Ensuite, on a des intitulés de boutons, on a l'intitulé du texte, etc. Et en fait, dans le résultat final, on voit des points à chaque fois, qui est le début d'apparition de l'activité choisie et rajoutée. Oui, en fait, donc les vidéos interactives, c'est le module H5P qu'on a en fait au mois de novembre. D'ailleurs, c'est Thierry qui nous a mis sur le, je sais pas où il est, il se cache, il est. Donc voilà, c'est Thierry qui nous en a parlé via la liste de diffusion où on a fait un appel en disant voilà, on a cette demande là dans le cadre du Learning Center. C'est notre ingénieur pédagogique qui voulait vraiment mettre ça en place. Après, on voulait pouvoir faire des vidéos interactives et les exporter au-delà de Moodle. En fait, c'est pour ça qu'on était parti sur H5P. H5P existe en PHP et uniquement pour Moodle, WordPress et un troisième que j'ai oublié, Drupal, je crois. Je suis pas sûr, excusez-moi. Drupal. Et en fait, donc le stagiaire qu'on a recruté a développé entièrement, a repris tout le code PHP, il a tout refait en Python. Donc il a fait une lib à part qu'il a redistribuée à la communauté H5P, c'est Jorel qui gère cette communauté. Et ensuite il a développé la partie intégration dans Pod. Il faut parler dans le micro juste pour l'enregistrement en fait. L'enregistrement surtout. Merci. Pourquoi un web service REST? Justement, en fait, pourquoi avoir mis en place une API REST, c'est justement par rapport à la gestion en fait des enregistreurs notamment, pour pouvoir ouvrir la plateforme. Ça, c'était le premier point. C'est-à-dire que, par exemple, tout à l'heure, on a parlé des SMP 351 qui peuvent directement, potentiellement, en fait, pousser. Également, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'était pour les problèmes de migration, parce qu'on a énormément d'établissements qui avaient une solution existante, InWeCast ou autre, et à ce moment-là, en fait, avec des scripts dans n'importe quel langage, PHP fait du REST, on peut le faire en Bash, on peut le faire avec du curl, ce que l'on veut. On peut comme ça intégrer directement les vidéos dans l'instance de Pod. Une autre question, j'ai vu que l'accès était authentifié à la plateforme, mais que par ailleurs on pouvait partager les liens sur Facebook ou autre. Oui. Ça pose pas un problème si c'est un accès authentifié, donc potentiellement restreint, de pouvoir le diffuser après sur... En fait, il faut faire la distinction entre une vidéo qui est accessible, c'est-à-dire visible sur la visible, et accessible.
on peut tout à fait avoir accès à une vidéo protégée et la partager sur Facebook, mais c'est pas la vidéo qu'on partage sur Facebook, c'est le lien vers cette vidéo. Et à ce moment-là, la personne devra s'authentifier. Exactement de la même manière, quand on utilise le code embarqué de la vidéo pour le mettre, si la vidéo est protégée, on ne pourra pas y avoir accès. Voilà. Okay. Par contre, le système d'authentification CAS permet par exemple de mettre une vidéo protégée dans son cours Moodle. Si on est authentifié sur Moodle par l'authentification CAS, on n'aura pas besoin de se réauthentifier. L'authentification est automatique.